lutte pour la sécurité alimentaire, les organisations paysannes professionnelles, les médias et même les associations, les organisations de juristes et même des instituts, des chercheurs, on est parvenu à avoir une plateforme justement pour élaborer des luttes, formuler des positions pour pouvoir engager notre participation dans le processus de réforme pour nous qui est un enjeu extrêmement important parce que qui va décider de comment on va gérer la terre à partir de ce moment-là, la plus grande partie de la terre, donc le domaine national, à partir de cette période-là avec la loi qui est en train d'être révisée. Mais on comprend aussi que cela obéit à une logique globale. La question de la terre, on ne peut pas la dissocier de la question des politiques agricoles. On ne peut pas la dissocier aujourd'hui de la lutte sur les changements climatiques. Les initiatives comme la nouvelle alliance de la sécurité alimentaire, tout est lié. Parce qu'en réalité, dans le cadre de la NASA, la nouvelle alliance de la sécurité alimentaire, les gouvernements ont pris un certain nombre d'engagements dans le cadre de cette alliance-là. Engagements liés à 1. Nous allons faciliter l'accès à la terre aux investisseurs étrangers. Nous allons améliorer l'environnement des affaires. Et ça, c'est dans cette dynamique-là que des processus sont en train d'être développés dans les pays pour ouvrir, justement, non seulement faciliter l'accès à la terre aux investisseurs, mais aussi ouvrir les marchés. Vous êtes au courant, l'Afrique de l'Ouest vient de signer les APE. Et nous sommes dans une dynamique de lutter avec justement les mouvements sociaux et les organisations de la société civile pour empêcher que les parlements ne ratifient justement ces accords de partenariat économique que nos chefs d'État ont signés à Abuja en catimini. Donc tout ça, je pense que c'est une logique globale à laquelle il va falloir s'opposer et résister parce qu'il y va de l'avenir des pauvres, il y va de l'avenir des paysans. Particulièrement au Sénégal, grâce à Panos et à la dynamique de la société civile, nous avons, comme il l'a dit, lutté contre l'accaparement de terre pour le cas spécifique d'une entreprise espagnole qui s'appelle Ceinture Sen Ethanol, associée à des Sénégalais qui ont voulu s'accaparer de 20 000 hectares au nord dans le village de Fanaï, comme il l'a dit. Dès que l'information a été donnée, les populations ont saisi le cadre qui était le Forum social sénégalais pour pouvoir justement les aider à organiser une lutte et une résistance contre ça. Parce qu'en réalité, le problème était difficile parce que c'était le conseil rural. La gestion de la gouvernance de la terre au Sénégal, elle est décentralisée. Ce sont les collectivités locales qui gèrent la terre, du domaine des terres, du domaine national. Donc quand le conseil rural a délibéré, parce que corrompu, pour délivrer 20 000 hectares à cette entreprise qui voulait faire du biocarburant à partir de Jatropha, les populations ont saisi justement les organisations de la société civile pour les aider à organiser la résistance. Et c'est à partir de ce moment que depuis Dakar, c'est à des milliers de kilomètres au nord du pays, mais depuis Dakar, on a réuni les forces sociales, les organisations paysannes, les associations, les organisations de défense des droits de l'homme, avec l'association des ressortissants de ce village résident à Dakar, nous avons organisé la lutte et la résistance. Et de marche en mobilisation, avec l'appui des médias pour la diffusion de l'information, nous sommes arrivés à résister, justement à faire changer et à amener le gouvernement central à suspendre la décision, à annuler la délibération. Mais comme il l'a dit, le projet ayant derrière un certain nombre d'investisseurs étrangers avec une certaine force, ils sont parvenus à convaincre le nouveau gouvernement qui a transféré, justement, déplacé le projet pour l'amener dans une zone où la question elle est encore plus cruciale. Parce que dans la nouvelle zone où on veut implanter le projet, on a déclassé, c'était une forêt classée, on a déclassé 26 000 hectares. Et ces 26 000 hectares qu'on a déclassés et qu'on a offert à l'entreprise pour mettre en place son projet. Et nous, la question qu'on s'était posée, mais comment on peut quitter depuis l'Italie avec un projet de l'ordre de milliards de francs CFA d'investissement
avec un modèle d'affaires, une étude de faisabilité, mais qui passe d'une région à l'autre. Cela veut dire que ce projet-là n'était même pas fiable, c'était pas clair. Et on s'est rendu compte de ça quand le projet a forcé la main à l'État pour s'installer dans cette zone du Ndiaïel où 26 000 hectares de forêt déclassées ont été livrés à cette entreprise, mettant du coup dans le désarroi 37 villages, et puis 37 villages de pasteurs essentiellement. De pasteurs essentiellement qui ont besoin de circuler d'espace parce que eux, au Sénégal, l'élevage il est encore extensif, il n'est pas intensif. Donc les gens ont besoin de circuler avec les animaux pour trouver des pâturages. Mais dès que les 26 000 hectares ont été déclassés, ben, l'entreprise a clôturé et il a empêché justement aux populations et aux animaux de circuler pour accéder aux ressources naturelles, aux ressources pastorales. 37 villages déplacés avec tout ce que cela comporte comme choc sur les sites, sur la déstructuration du tissu social, l'agression même de certains lieux de culte, des cimetières qui sont dévastés, tout un ensemble de phénomènes et d'impacts qui ont non seulement traumatisé les populations, mais qui aujourd'hui se trouvent dans une situation de perte énorme de revenus et de possibilités même de vivre de façon générale. La lutte continue à ce niveau-là. Il y a eu beaucoup de luttes, beaucoup de mouvements qui sont en train d'être développés pour pouvoir sauvegarder encore une fois les intérêts de ces populations, remettre les populations dans le droit surtout, mais avec l'appui d'instituts comme Panos et d'autres organisations de la société civile. Ça c'est au niveau de la base. Au niveau du plaidoyer, cette plateforme que nous avons mise en place, parce qu'au Sénégal nous avons un comité qui s'appelle le CRAFS, le comité de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal, qui est une plateforme qui regroupe des ONG, des organisations de consommateurs, des organisations paysannes, les médias, des chercheurs et des juristes pour justement développer des positions dans le cadre de la réforme. Et dans ce cadre-là, grâce à cette plateforme, nous sommes parvenus à exprimer un point de vue. Je pense que l'état de la réforme est très avancé. On est en train de discuter et d'élaborer les propositions des organisations de la société civile qui vont aller sur 3 directions essentiellement. La société civile engagée dans le processus de réforme se prépare pour développer des propositions dans 3 directions. Dans la première direction, nous avons dit qu'il faut encourager l'aménagement des zones d'investissement dans le monde rural, des zones d'investissement agricole dans le monde rural. Ça, il le faut. Nous sommes en train de travailler sur une proposition tendant à proposer une immatriculation des terres obtenues à partir des lois coutumières. Parce qu'au Sénégal, à partir de 1964, quand on a mis en place la loi sur le domaine national, il était question d'arrêter les terres acquises, de suspendre la mise en œuvre de la loi coutumière à partir de 1964, mais avec la possibilité pour les gens qui détiennent des terres à partir des coutumes de pouvoir les régulariser dans un délai de 3 à 6 mois. Mais malheureusement, en 64, avec le niveau d'éducation, beaucoup de personnes, notamment ceux qui sont du monde rural, ils n'avaient pas cette information. C'est les populations en ville ou des gens dans les familles dans lesquelles il y avait des intellectuels, des gens de l'administration et tout, qui savaient, qui étaient au courant de ça, de cette possibilité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de populations qui ont des terres, qui ont hérité des terres de leurs ancêtres, de leurs grands-parents et ainsi de suite, et qui risquent en fait, qui devraient normalement les perdre selon la loi sur le domaine national. Mais nous estimons que dans le cadre de cette réforme-là, il faut régulariser
ces terres-là pour que justement les immatriculer au nom de ces familles, au nom de ces communautés, parce que c'est de la terre qu'ils exploitent, où ils sont installés depuis des siècles, parce que l'ayant hérité de leurs grands-parents. Ça, il ne faudrait pas qu'ils perdent leur terre. Troisième proposition, c'est le droit d'usage renforcé. J'ai dit au début, au Sénégal, le principe de la terre du domaine national, c'est que la terre ne peut pas appartenir à quelqu'un. Ça appartient à l'État. Alors, mais le droit d'usage était consacré par la loi sur le domaine national et non pas le droit de propriété. Pendant très longtemps, les populations ont essayé de revendiquer le droit de propriété sur les terres du domaine national. Mais à ce niveau-là, nous estimons qu'il y a un risque. Avec la possibilité de créer des marchés fonciers, si jamais on donne le droit de propriété aux populations sur les terres du domaine national, ils vont être fragiles et vulnérables face à la puissance des multinationales qui vont venir acheter justement ces terres-là. C'est pourquoi la société civile est parvenue à convaincre les organisations paysannes et les citoyens de façon générale pour leur dire attention, le droit de propriété est un danger parce que ça peut créer des antécédents dans la question du marché foncier, mais nous cherchons à proposer le droit d'usage renforcé. Le droit d'usage renforcé dans lequel ce droit permet à un détenteur de terre de pouvoir louer une partie ou céder une partie à quelqu'un d'autre. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le droit d'usage chez nous ne permet pas à quelqu'un qui a une portion de terre, un paysan, de pouvoir recruter d'autres personnes pour la mettre en valeur. Parce que la notion de la mise en valeur était très restrictive au Sénégal. Au Sénégal, selon la loi sur le domaine national, si vous avez une terre, vous êtes obligé de la mettre en valeur ou on vous la retire. Et le principe, la mise en valeur, c'est quoi? C'est qu'on vous dit, c'est seulement vous et votre famille qui devrez pouvoir y travailler. Vous n'avez pas la possibilité de recruter quelqu'un d'autre. Et pour nous, ça, c'est une contrainte pour aller dans le sens de la modernisation des exploitations familiales. Un paysan doit pouvoir employer des personnes pour travailler sur une portion de sa terre ou bien même louer ou prêter une portion de sa terre en vue de l'exploiter. Voilà donc un peu la situation. L'État a mis en place une commission nationale pour réformer la loi sur le domaine national et la société civile est en plein dans justement ce processus pour pouvoir veiller au respect des droits dans la future loi qui va régir le foncier au Sénégal. Merci. Merci.